Le forum ivoiro-marocain s'est achevé cet après-midi. La coopération Côte d'Ivoire-Maroc est en marche et le roi Mohamed VI en a donné une preuve aujourd'hui même. Il a procédé à la pose de la première pierre de 8000 habitats sociaux dans la commune de Koumassi. L'affaire de violence entre la police universitaire et les étudiants sur les campus se poursuit, d'où la tenue d'une rencontre entre les organisations estudiantines et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Solution trouvée, le maintien de la police universitaire à plusieurs conditions. Et puis, en Ukraine, alors que le Parlement devrait désigner ce mardi un Premier ministre à la tête d'un gouvernement intérimaire, le processus a été repoussé à jeudi. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le forum ivoiro-marocain, c'est fini. Il a porté fruit. La Côte d'Ivoire et le Maroc s'engagent à se mettre ensemble pour relever le défi de l'émergence. La rencontre s'est achevée cet après-midi même et elle donne un coup d'accélérateur à la coopération entre Abidjan et Rabat. Les précisions de notre reporter Michel Digré. Une salve d'ovation pour Sa Majesté Mohamed VI pour avoir permis à une centaine d'investisseurs marocains de nouer des relations d'affaires avec 450 entreprises ivoiriennes. À l'issue du Forum économique ivoiro-marocain, les dirigeants des deux pays sont satisfaits de ce partenariat sud-sud. Pour eux, la Côte d'Ivoire et le Maroc doivent désormais marcher main dans la main sur les sentiers de l'émergence. Nos deux pays, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ont des positionnements stratégiques complémentaires, des vocations sous-régionales, voire continentales, qui pourront se développer mutuellement. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont en émergence. Ensemble, nous renforcerons le co-développement au service de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nous permettra d'atteindre l'émergence espérée de manière plus puissante et plus rapide. Dans un monde globalisé, au présent forum économique du secteur privé, les pas des géants ont été accomplis dans tous les domaines économiques et sociaux. Avec l'enthousiasme qui nous anime de dynamiser l'axe Rabat-Yamoussoukro, nous sommes convaincus d'arriver, à travers des conclusions qui augurent des perspectives encourageantes, à la consolidation du socle de notre grand partenariat gagnant-gagnant. Le forum économique ivoiro-marocain devrait booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Le volume global des échanges étant passé de 39 milliards de francs CFA en 2010 à 47 milliards de francs CFA en 2012. Je vous le disais il y a quelques instants, ce forum économique a porté fruit. Par exemple, la banque marocaine Attijari Wafa, à travers la CIB, la société ivoirienne de banque, vient de faire un prêt de 120 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Un appui financier destiné au développement économique du pays à travers la réalisation d'un parc industriel. Retournons donc à l'hôtel Ivoire Sofitel avec Mamadou Kwasi. Une visite royale, riche en partenariat avec un soutien de taille à l'économie ivoirienne. La banque marocaine Attijari Wafa, à travers sa filiale ivoirienne, la société ivoirienne de banque, octroie un crédit d'un montant de 120 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir sa politique de développement. Cet appui financier va permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser ses projets économiques à travers la construction d'un parc industriel. Nous apportons donc 100 milliards dans le cadre de l'OAT qui est en cours et qui doit être bouclé aujourd'hui. Nous avons en fait 20 milliards qui resteront, qui interviendront sur nos titres. Nous avons compris il y a des projets qui sont urgents. Si je prends celui de la zone industrielle au PK24, aujourd'hui les opérateurs qui arrivent, qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire ont des difficultés à trouver du foncier. Donc nous sommes engagés dans l'un des projets à aider l'État de Côte d'Ivoire à rendre cette zone industrielle rapidement opérationnelle. Sur le dernier projet PPP, nous regardons avec l'État de Côte d'Ivoire comment nous pouvons l'aider dans le cadre en fait, du développement de ses capacités de stockage de gaz et de produits pétroliers. Cet appui va également faciliter l'implantation de plusieurs entreprises marocaines, dont une industrie pharmaceutique à Abidjan. Ce n'est pas tout. Pour la promotion des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, la banque marocaine met à leur disposition la somme de 25 milliards de francs CFA grâce au Fonds africain de garantie. Si nous voulons avoir une croissance qui est soutenue et qui est durable, il faut qu'il y ait un secteur des PME qui soit un secteur PME solide. Donc il faudrait aussi que nous arrivions à pouvoir transférer l'épargne que nous collectons vers le financement du vrai secteur qui est celui des PME. Et c'est ce que nous essayons de faire avec la CIB aujourd'hui.
Avec tous ces engagements, le Royaume du Maroc se positionne comme un partenaire stratégique pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Il faut noter que ces appuis financiers rentrent dans le cadre de 26 accords et conventions signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc à la clôture du Forum économique ivoiro-marocain. Et puis, le Maroc et la Côte d'Ivoire réalisent un record donc dans les accords bilatéraux. Ils signent, comme vous venez de l'entendre, à l'issue du Forum ivoiro-marocain, 26 accords de coopération. Des accords qui portent pour la plupart sur les secteurs de la protection et de la promotion des investissements, sur la santé et les ressources halieutiques. Plus de précisions avec Alexis Ouedraogo. Si à l'annonce de l'arrivée du souverain marocain, le roi Mohamed VI, la matrice de projet d'accord à signer pour le renforcement de la coopération économique était chiffrée à 14, au cours de la cérémonie de clôture du dit forum, elle a évolué vers 26 accords allant de l'encouragement et la protection des investissements à des protocoles d'accord pour la promotion des investissements et des exportations dans le pays. Nous avons signé un contrat avec Maroc Export, un contrat disons à 4 dimensions, 4 composantes. Une première composante, développement des affaires, assistance mutuelle. Une deuxième composante, facilitation des affaires. Troisième composante, une plateforme. Et enfin une dernière composante, une structure de lobby pour pouvoir aider les opérateurs d'un côté et de l'autre. Accords dans les secteurs du transport, des ressources halieutiques, du tourisme et aussi de la santé. Plusieurs retombées à l'horizon de ces accords, dont la création d'un conseil économique Maroc-Côte d'Ivoire, le jumelage entre les ports de Dakhla et le port autonome d'Abidjan et la construction d'un débarcadère sur le site de pêche artisanale d'Abobodoumé. Déjà 48 heures que Mohamed VI, le roi du Maroc, est en Côte d'Ivoire. Le souverain chérifien a procédé à la pose de la première pierre d'habitats sociaux à Koumassi en présence des membres du gouvernement. Un geste qui annonce le lancement de l'opération de construction de plus de 8000 logements dans la capitale économique. Un projet de logement estimé à environ 120 milliards de francs CFA. Victorine Yaouyouboui. Accueil chaleureux des populations de Koumassi au roi du Maroc ce mardi après-midi. Mohamed VI accompagné du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour lancer un important projet, la construction de plus de 8000 logements économiques sur 2 sites, Koumassi et Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Nous allons construire à Lokodro sur un espace de 25 hectares et l'autre à Koumassi sur un espace de 3 hectares. À Lokodro, nous aurons 7500 logements et à Koumassi, nous aurons 530 logements. Nous allons investir 120 milliards. La construction des 8000 logements est confiée à un opérateur immobilier marocain en collaboration avec des entreprises immobilières ivoiriennes. Sur les 3 hectares de Koumassi seront construits des bâtiments de 4 étages et à Lokodro, un complexe résidentiel de 8 étages. Ce projet de logement économique est au dit des observateurs un bel exemple de la coopération bilatérale entreprise par la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Je vous rappelle qu'avec près de 3 milliards de dollars d'investissement en Afrique du Nord, le Maroc est la 5e puissance économique du continent. Et cet autre don du Royaume du Maroc à l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, le ministre marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, Moulay Hafid El Alami, a remis un jeu de clés de véhicules, une douzaine au total, à Guillaume Soro, le président du Parlement ivoirien. La cérémonie a eu lieu au plateau en présence des parlementaires et une importante délégation marocaine. Le témoignage est de Gabriel Zani. Un partenariat sud-sud qui se concrétise davantage entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. 12 véhicules ont été offerts ce mardi à l'Assemblée nationale par le Royaume du Maroc, ce dont va permettre à l'institution d'être plus opérationnelle. Pour Moulay Azid El Alami, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, ce geste est le symbole du soutien que veut apporter le Maroc à la Côte d'Ivoire. La démarche et l'orientation tracée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est de dire à nos opérateurs économiques, travailler la main dans la main avec nos frères ivoiriens pour monter sur le sol ivoirien des industries à la fois de pointe, d'agroalimentaire, dans l'ensemble des domaines que les concitoyens ivoiriens souhaiteront développer.
Guillaume Soro, le chef du Parlement ivoirien, inscrit ce don dans la consécration de l'amitié ivoiro-marocaine. Cette cérémonie, fort symbolique, a un sens tout aussi profond, qui est la plus belle des figures historiques de l'estime réciproque et de la confiance partagée par les deux nations. Présent à Abidjan depuis le dimanche 23 février, le roi du Maroc ne cesse de multiplier les signatures de partenariat. Signe sans doute que le royaume du Maroc ouvre une nouvelle ère, celle de l'intensification de sa présence en Côte d'Ivoire. Cette coopération ivoiro-marocaine est donc réellement en marche. Je vous propose de suivre cette interview avec le ministre marocain des Affaires étrangères, réalisée pour vous par le service politique de la rédaction de RTI 1. Bonjour Excellence. Bonjour. Alors Excellence, peut-on parler d'offensive du Maroc sur le continent africain? C'est beaucoup plus une démarche d'amitié et une démarche qui est liée à une conviction profonde de Sa Majesté par rapport à ses frères africains. L'Afrique est confrontée à de gros défis et la vision de Sa Majesté a toujours été de travailler, d'avancer sur un partenariat sud-sud à chaque fois renouvelé et renforcé. Alors, votre présence aussi est marquée par le forum ivoiro-marocain. Quels en sont les enjeux? Bien, les enjeux, c'est essentiellement de mettre en valeur les opportunités, de rapprocher les acteurs du secteur privé et du secteur public et de faire de sorte qu'à travers ces rencontres, il y ait des projets concrets qui sortent. Sa Majesté a toujours été dans une démarche concrète. Sa Majesté aime le concret. On ne peut pas avoir l'ambition de construire avec les pays frères et amis, et particulièrement la Côte d'Ivoire, compte tenu de son rôle, de son importance, mais aussi des enjeux qui sont communs à nos deux pays. Notre démarche est de faire de sorte qu'il y ait une convergence entre la vision stratégique de la Côte d'Ivoire, menée aujourd'hui par son Excellence le Président Alassane Ouattara, et la vision stratégique de Sa Majesté, qui est une convergence et une traduction sur le terrain par des actes. D'abord entre les gouvernements, parce qu'il y a un cadre à définir, mais ensuite à travers les opérateurs privés. Et je suis heureux, sincèrement heureux, qu'à l'issue de ce forum, aujourd'hui, il y a plus de 26 projets qui ont été signés. On aurait pu aller encore plus loin, mais bon, il faut laisser aussi pour les prochaines étapes. Pour 2020, la vision de notre président Alassane Ouattara, une Côte d'Ivoire émergente. Est-ce que le Maroc y croit? Et pour vous, quels devraient être les grands pas pour y arriver? Écoutez, notre présence, la présence de Sa Majesté, qui a tenu à assurer l'ouverture du forum, par un discours qui est un discours qui traduit la vision de Sa Majesté sur l'Afrique. Le dynamisme que l'économie ivoirienne est en train de connaître, les compétences dont la Côte d'Ivoire dispose, c'est important les élites. C'est important les élites et c'est important l'organisation institutionnelle pour accompagner une vision. Nous sommes convaincus que ce défi sera relevé par la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a besoin aussi à ses côtés de vrais amis, de partenaires qui vont l'aider dans cette démarche et dans cette vision. Le Maroc a développé une expérience également en termes de vision stratégique. Nous avons notre plan émergence industrielle. Nous avons notre plan Maroc vert, nous avons notre plan numérique, nous avons notre plan tourisme, nous avons notre plan également infrastructure et autres. Et donc le Maroc aussi a développé cette expertise en matière de stratégie et de vision et leur traduction sur le terrain. Je pense qu'il y a une convergence à apporter à ce niveau-là et je n'ai strictement aucun doute. Nous avons beaucoup à faire ensemble. Je l'ai dit dans mon discours de clôture. Il y a tellement de convergences possibles et de synergies possibles entre nous, que le travail que nous ferons ensemble aura un impact sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il ne faut pas être égoïste non plus, il faut regarder les autres. Le développement des autres, c'est aussi notre développement. L'émergence des autres, c'est aussi notre émergence. Et c'est ça la vision que nous devons ensemble développer et c'est la démarche que nous devons suivre. Et donc je suis heureux et je vous dis très confiant dans la vision de son Excellence le Président Alassane Ouattara et surtout dans la capacité du peuple ivoirien à accompagner cette vision et à transformer les choses. Vous êtes un grand peuple et vous êtes des gens
de conviction, avec beaucoup de volonté. Vous avez traversé des moments difficiles, mais surtout aujourd'hui, vous êtes en train de regarder l'avenir et c'est magnifique. Merci. C'est ici que l'on referme donc la page dédiée au Forum ivoiro-marocain qui a donc pris fin cet après-midi. Ils étaient 4 membres du gouvernement conviés hier lundi à l'Assemblée nationale pour expliquer 2 projets de loi. Ils ont pu faire adopter respectivement la loi instituant la couverture maladie universelle et celle portant statut du pupille de la nation, pour ainsi désigner un enfant mineur adopté par l'État dans des circonstances préétablies. Brouléon y était, le voilà maintenant pour les détails. Sauf non-adoption en plénière du projet de loi l'instituant, la couverture maladie universelle CMU sera opérationnelle dès janvier 2015 avec 4 millions de bénéficiaires. Progressivement, le système va intégrer tous les secteurs d'activité avec une estimation de 11 millions d'adhérents en 2021. La Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale a voté ce lundi le texte qui crée et organise cette initiative du gouvernement pour offrir des soins médicaux à tous. Les échanges ont duré 5 heures d'horloge, le temps pour les députés de comprendre le mode opératoire de la CMU. Un projet pilote cette année même, selon le ministre d'État en charge des affaires sociales Dosso Moussa, qui indique 2 régimes. L'un contributif à raison de 1000 francs CFA par personne et par mois, et l'autre non contributif avec pour cible les plus démunis. Ça va prendre bien sûr en compte la consultation, qui est donc la première étape. Ça va même prendre donc les hospitalisations et, comme elle le dit, les laboratoires. C'est vraiment le ministère du Plan elle-même et moi qui allons définir qui est indigent en Côte d'Ivoire et qui doit bénéficier de cette subvention, parce qu'il s'agit d'apporter réellement les soins à ceux qui ne peuvent pas s'offrir des soins. Sur la capacité du système sanitaire national à accueillir la CMU, le ministre de la Santé a rassuré les députés. Nous avons 2091 établissements sanitaires sur toute l'étendue du territoire, en tenant compte bien sûr de ce que le président de la République a promis aux Ivoiriens, de faire en sorte qu'avec une distance de 5 km, nous puissions avoir des structures sanitaires. Donc tout cela ensemble pourra contribuer à rendre effective la couverture universelle plutôt, surtout en termes d'infrastructures et de mise aux normes de nos différents plateaux techniques. Comme leurs 2 prédécesseurs, les ministres chargés de la solidarité, Anne Désiré Ouloto, et de la défense, Paul Kofi, ont eu 5 heures pour convaincre les députés à voter le projet de loi portant statut du pupille de la nation. Objectif, permettre à l'État d'adopter les mineurs dont le ou les parents sont morts ou portés disparus dans l'accomplissement d'une mission pour le compte de l'État. Quelle est la suite de l'affaire de violence de la police universitaire sur les campus? Une solution semble avoir été trouvée à l'issue de la rencontre qui a eu lieu hier entre les organisations estudiantines et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une solution qui cependant exclut le retrait définitif de la police universitaire. Reportage signé Ami Koulibaly. Un accord vient d'être trouvé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les organisations estudiantines après les manifestations de protestation des étudiants qui demandaient la dissolution de la police universitaire. Nous avons eu à échanger, je veux préciser, de 16h à 21h. Les échanges ont été houleux et difficiles. Nous sommes pour le maintien de la police universitaire à des conditions. Que les auteurs soient sévèrement sanctionnés, comme le ministre a eu à le dire, que la refonte soit effective. Et nous avons proposé qu'au sein de cette police universitaire, au lieu que ce soit des personnes lambda, que des étudiants même soient recrutés dans cette police universitaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique condamne avec fermeté et vigueur les actes de violence commis, exprime sa compassion aux blessés et les assure de sa solidarité et de son soutien matériel et moral. Informe que les agents de la police universitaire auteurs de violences constatées qui ont été identifiés seront sanctionnés disciplinairement avant d'être mis à la disposition des autorités compétentes pour répondre de leurs actes. Félicite les étudiants qui ont tous repris les cours. Ouvrons à présent la page santé de ce journal et c'est à Korogo que nous nous rendons. À Korogo où a eu lieu une campagne de dépistage de la cataracte. Victorien Angwa.
La cataracte est une opacification du cristallin. Elle se manifeste par l'apparition d'une boule blanche qui empêche la vue. Une maladie fréquente chez les populations du district des Savanes. À Korogo, sur 100 cas de malades de la cataracte, 90% ont 40 ans. Une situation inquiétante dans la cité du Poro. L'idée du dépistage est de l'adjoint au maire, le docteur Sissé Moussa Mustafa. Nous avons approché la fonction Petrosi, qui a eu une oreille attentive à travers sa présence exécutive, qui nous a apporté un soutien pour la prise en charge, le dépistage et ensuite le cas opératoire. À l'occasion du premier conseil municipal présidé par le ministre d'État, le maire Amadou Gon Coulibaly, environ 600 malades ont été dépistés et soignés et 152 cas ont été opérés au CHR de Korogo. L'opération a été conduite gratuitement par l'ONG du docteur Néa Kouya. Action saluée par le préfet Ouattara Daouda. Faire la consultation gratuite, prendre en charge une centaine de personnes, les opérer, leur donner les médicaments gratuits. Je pense que c'est un effort qui vient soulager un peu le gouvernement. Le dépistage s'étend du 21 au 26 février 2014. Le ministre d'État, le maire Amadou Gon, remercie la directrice générale de la Fondation Petrosi, Mme Touré Virginie, pour l'appui de 20 millions de francs CFA apportés à l'opération. Restons à Korogo, restons dans le domaine de la santé. La République populaire de Chine vient de réhabiliter et équiper le centre de nutrition supplémentaire du comité local de la Croix-Rouge de Korogo. Un centre qui accueille les enfants malnutris de la région du Poro. Coût global de l'investissement, 10 millions de francs CFA. C'est un commentaire de nos confrères de RTI Boaké. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, il existe 13% d'enfants malnutris. Dans les zones rurales, ces chiffres d'enfants malnutris avoisinent les 29%. En 2013, le centre de nutrition supplémentaire de la Croix-Rouge de Korogo a accueilli plus de 1500 enfants souffrant de malnutrition sévère et aiguë. Devant l'accroissement de ces chiffres, le comité local de la Croix-Rouge a cherché les moyens pour rendre ce centre plus opérationnel. Il vient de bénéficier des travaux de réhabilitation et d'équipement de la part de la République populaire de Chine. Les clés du centre ont été remises officiellement. Occasion pour les différents intervenants de saluer les efforts de la Chine qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans son développement. Les autorités politiques et administratives ont exhorté les populations à fréquenter le centre. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, lui, a assuré de l'engagement de son pays à soutenir le peuple ivoirien. L'enfant et la maman représentent l'avenir d'une nation. Donc dans tous les pays, nous devons accorder beaucoup plus d'attention à la maman et l'enfant. De 17% en 2007, le taux de malnutrition à Korogo est passé à 7% en 2013. La Croix-Rouge de Korogo compte multiplier ses actions sur le terrain. Créée en 1863 en Suisse, la Croix-Rouge est présente dans 186 pays. Cette organisation impartiale, neutre et indépendante a pour mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de leur porter assistance. Un mot d'agriculture dans ce journal. À l'initiative du Conseil du café cacao et de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao, un séminaire a lieu en ce moment à Abidjan. Objectif, donner les outils nécessaires aux pays producteurs africains pour les mettre au courant des fluctuations internationales du prix du cacao afin de mieux vendre leur production. Adama Koné. Les pays africains producteurs de cacao veulent être des opérateurs accomplis sur le marché mondial. Depuis ce lundi 24 février, ils tentent de maîtriser les subtilités des transactions internationales. Le cadre trouvé est le séminaire international sur les marchés à terme et la modélisation économétrique du marché du cacao. La réunion se tient à Abidjan et le jeu en vaut la chandelle. En effet, les marchés à terme jouent un rôle important dans l'économie cacaoyère mondiale. Il facilite le transfert du risque au prix et donne des informations précieuses relatives aux décisions de stockage et de mise à marché. Quant à la modélisation économétrique, elle constitue un instrument utile
pour évaluer les implications économiques des décisions stratégiques et politiques dans la gestion de la production. Il est question pour les participants de mieux comprendre l'origine des marchés à terme, leur fonctionnement, les prix des contrats différés et la stratégie de couverture. Le Conseil du café cacao place beaucoup d'espoir quant aux retombées positives de la formation qui vous sera donnée au cours de ces 5 jours, durant lesquels des notions essentielles vous seront très certainement largement expliquées. Pour sa part, la Côte d'Ivoire s'appuie sur un système de commercialisation basé sur le programme de vente anticipée à la moyenne, PVAM, ce qui lui permet aujourd'hui de capter en faveur des producteurs 60% du prix à l'international. Le séminaire international d'Abidjan s'achève le 28 février prochain. À Aboissau, à quelques 116 km d'Abidjan, dans le sud de Comoé, la réconciliation est à l'ordre du jour. Lors d'une cérémonie organisée par le conseil municipal, Marcel Amontano, fils de la région et par ailleurs directeur de cabinet du président de la République Alassane Ouattara, a appelé les fils et les filles de la région à la cohésion et à la paix. Mamadou Kano invite à l'union de tous pour le développement d'Aboissou, la commune qu'il dirige depuis avril 2013. Récemment, à la faveur d'une grande fête sur la place Etché-Elingan, il a présenté ses intentions de développer la cité d'Aboissou devant filles et fils de la commune. Avec à ses côtés Marcel Amontano, directeur de cabinet du président de la République. 2 hommes, un message, celui de la paix, de la tolérance, de l'union et de la fédération de toutes les énergies pour bâtir ensemble, au-delà des différences, la cité nouvelle d'Aboissou. C'est dans une synergie d'action que nous apporterons le changement souhaité. Nous devons le faire réconcilier dans l'union, la paix, la solidarité et l'amour, autant de valeurs sans lesquelles aucun développement durable n'est envisageable. Je voudrais donc vous dire que Alassane Ouattara n'oublie pas Aboissou, n'oublie pas le Sud Comoé. Le programme présidentiel d'urgence, le PPU, a initié un certain nombre de réalisations dans le Sud Comoé, dont à Aboissou la réhabilitation de l'hôpital d'Aboissou et l'installation d'un nouveau bloc opératoire à Aboissou. Cette cérémonie a en outre servi de prétexte pour Mamadou Kano de rendre hommage à la population d'Aboissou, hautement mobilisée dans toute sa diversité pour son sens de cohabitation pacifique. Marcel Amontano le dira aussi, sans la paix à Aboissou, la ville ne pourra se développer. Il faut donc, vaille que vaille, préserver un climat social apaisé à Aboissou. Danse, chants et fanfares ont constitué les autres temps forts de cette cérémonie. Hors de chez nous à présent, direction Madagascar, Nigeria et le Cameroun, où l'homme politique camerounais Titus Edzoa et l'homme d'affaires français Thierry Michel Atangana sont désormais libres. Ils sont sortis de prison le lundi dernier après 17 années de détention. C'est l'actualité en bref sur le continent. Après 17 ans de prison, Thierry Michel Atangana est libre. Ce Français d'origine camerounaise, accusé de détournement de fonds publics, a toujours nié les faits. Tout comme Titus Edzoa, ancien secrétaire général à la présidence, devenu candidat contre Paul Biya. Un vieux dossier épineux qui avait pris une tournure diplomatique. Le président français François Hollande avait dénoncé en mai 2013 une durée de détention inadmissible. Voici peut-être le nouveau Premier ministre malgache. Après plusieurs semaines de suspense, Aja André Rezampa a été désigné par le MAPAR, le groupe politique d'Ange Razoel, qui avait lui-même décliné l'offre. Le président malgache doit entériner ou non ce choix. Plusieurs partis politiques contestent la légitimité de cette nomination. Dans le nord-est du Nigeria, 43 élèves ont été tués par des miliciens de la secte islamiste Boko Haram. Le carnage a eu lieu mardi vers 2 h du matin dans le dortoir d'un pensionnat. L'armée semble impuissante à protéger la population. Le chef de l'État a défendu l'action des militaires. Goodluck Jonathan affirme travailler avec le Cameroun voisin pour combattre ces islamistes.
En Ukraine, le Parlement veut traduire Viktor Yanukovych devant la Cour pénale internationale pour crimes graves. Le président destitué reste introuvable. Il a été vu pour la dernière fois en Crimée. Un mandat d'arrêt a également été lancé contre lui. L'opposition qui a pris le pouvoir peine pour le moment à former un nouveau gouvernement. Ce gouvernement devrait être annoncé le mardi 25 février, aujourd'hui donc, mais l'annonce a finalement été repoussée à jeudi. Le Parlement repousse à jeudi la nomination d'un gouvernement de transition pour diriger le pays jusqu'à l'élection présidentielle anticipée du 25 mai. Les parlementaires ont également voté mardi en faveur du renvoi du président en fuite, Viktor Yanukovych, devant la Cour pénale internationale pour crimes graves après la mort de plus de 100 manifestants la semaine dernière. Pendant ce temps, les diplomates occidentaux tentent de négocier une sortie de crise avec la Russie et d'empêcher la débâcle économique de l'Ukraine qui a besoin de 35 milliards de dollars. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.